Serge Bourguignon, je ne vous le présente pas, il a eu quand même une activité bien autre que ethnographique, bien que ce ne soit pas vraiment un film ethnographique, je crois. Mais il est surtout célèbre donc pour l'Oscar qu'il avait eu pour les Dimanches de Ville d'Avray. Donc pour vous le situer dans le cadre de sa carrière de cinéaste. Bon, donc nous allons commencer à regarder le film, et après, si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'il sera très heureux de vous répondre. Absolument. Euh, Simplement, je vous préviens, c'est une copie obtenue à partir d'une copie, elle-même obtenue à partir d'une copie qui elle-même était obtenue à partir du film original. Donc les images sont terriblement contrastées. Enfin là, j'ai l'impression d'être la cuisinière qui dit « Ah, c'est raté, ma sauce n'est pas bonne ». Mais c'est quand même ça, il faut le voir avec pas mal d'indulgence quant à la qualité des images. Le temps a fait... a enlevé a gommé toutes les subtilités. Il y a vraiment, c'est terriblement contrasté, entre autres. Le son autant est devenu un peu métallique aussi, mais oui, ça reste un document. Et c'était pas du tout effectivement ethnographique. J'avais pas cette prétention. Moi, j'avais 22 ans. Et donc, c'était pas tout à fait hier. Et pourquoi le Sikkim à l'époque d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez attiré pour... Ma première aventure en Asie, ça avait été Bornéo, où j'avais été membre d'une expédition envoyée par le Musée de l'Homme, et qui s'était très mal terminée pour moi parce que j'avais failli y rester. J'avais attrapé une Black Water Fever, c'est-à-dire une forme ménagée de la malaria, si j'avais pas eu 20 ans à cette époque-là. Non, c'est à cette époque-là, j'avais 22 ans, donc je devais en avoir 23 au Sikkim. Et j'avais toujours eu envie d'aller dans les Himalayas. J'avais déjà un certain nombre de copains, Jean-Jacques Langpin, des montagnards, et puis, avant même que je sache que j'allais y rencontrer des affinités, le bouddhisme me parlait. Et donc, et puis comme tout le monde, Alexandra de Winel et le Tibet, la magie du Tibet. Et comme c'était, le Tibet, il était impossible d'y aller à ce moment-là. Le Sikkim était lui-même un territoire interdit et on a triché de toute façon. J'ai des problèmes au retour avec la police indienne parce que c'était l'époque où on n'avait littéralement pas le droit. Et en fait, je suis parti là-bas sachant qu'on n'avait pas le droit, mais que j'allais y aller quand même. Et ça, c'est bien à Delhi, j'ai eu la chance de rencontrer Nehru brièvement, ensuite qui m'a envoyé... Parce que voilà, c'est amusant, après j'en dis pas plus, mais c'est un petit peu le background, c'est un peu l'idée. Donc, très jeune, sortant de l'IDEC, j'avais fait l'IDEC, et j'avais eu quand j'étais au lycée, j'avais eu un prof de français remarquable qui s'appelait Marc Blancpain, qui est devenu après le président de l'Alliance française. Et je me suis souvenu de lui à ce moment-là, et je suis allé lui proposer de faire des conférences sur le cinéma français dans les villes indiennes, me disant ainsi je pourrais m'approcher d'un certain nombre d'officiels quand je serai à Delhi et commencer à trouver un chemin pour aller. Et Marc Blancpain m'a donné une sorte de mission, et j'ai fait des conférences sur le cinéma français complètement improvisées. Et grâce à cela, j'ai rencontré Nehru, sa fille, Madame Nehru, qui m'a présenté à son père, et ça a pas mal simplifié les choses. Mais nous n'avions obtenu l'autorisation d'être au Sikkim que pour 3 jours. Et disant, c'est tout à fait exceptionnel, etc., etc. Et alors, évidemment, quand on était là-bas, il n'était pas question le 3e jour d'en partir. Et comme on était loin, comment nous trouver? On avait une petite caravane avec 2 mulets et 3 Sherpas. Et j'ai triché pour le retour. On est resté un mois et demi dans un monastère appelé Mayantse. Et j'avais gratté, j'avais falsifié la date sur l'autorisation en pensant que ça ne se verrait pas. Et l'administration indienne
Elle est toujours comme ça, d'ailleurs. Les paperasses en Inde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont tout de suite vu le truc et j'ai pas été mise en garde à vue, mais presque, jusqu'à ce qu'un beau jour, c'était la 3e fois que j'étais convoqué à la police à Calcutta, et j'ai explosé, je me suis fâché. D'un seul coup, j'en ai eu marre, et j'ai explosé. Et tout s'est ouvert à partir de ce moment-là. Bon, voilà le contexte. Et puis après, bon, évidemment, je m'étais préparé pour... J'avais bénéficié des conseils d'un éminent tibétologue qui s'appelle le professeur Stein, qui m'avait aussi appris à la fois phonétiquement, je vous avais écrit une 40aine de mots nécessaires pour survivre, et puis, vous allez voir. Hongden, l'enfant lama, sera un jour le chef du monastère, car des signes ont révélé qu'en lui s'était réincarnée l'âme d'un sage. Pour le préparer à sa tâche future, Lenchi Lama lui enseigne les textes sacrés. Est-ce que vous avez enregistré beaucoup de choses là-bas? Pardon? La musique qu'on entend, vous l'avez enregistrée là-bas, vous l'avez remontée ensuite pour le film? Oui, on a enregistré énormément d'heures de musique. C'est extraordinaire. Mais la musique, ouais, la musique tibétaine, mais la musique additionnelle n'est pas mauvaise en soi, mais elle est comme le commentaire, un petit peu trop lyrique et un peu trop envahissante. C'était l'époque, oui. Oui, c'était l'époque et la naïveté de ma jeunesse, de mon extrême jeunesse. Super. Mais je n'en ai rien de ce que je dis, mais je l'aurais dit différemment. Vous étiez tout seul ou vous étiez... Pardon? Vous étiez tout seul ou vous étiez... Nous étions 3. 3. Ça bien. Plus un interprète de temps en temps. Serge, Monsieur Bourguignon, moi j'ai été... Mes premiers sons que j'ai entendus de musique tibétaine ici avant d'y aller, c'était les vôtres. Alors ça me fait plaisir de vous rencontrer, c'est vrai. C'est super maintenant d'avoir de vous voir, mon cher André. Je voulais vous poser une autre question. Dans votre film, on voit un concours de tir à l'arc avec mes amis bhoutanais. Alors je voulais savoir si ce concours de tir à l'arc, vous l'avez filmé au Sikkim, ou est-ce que vous avez été au Bhoutan? Un pied dans le Sikkim, un pied dans le Bhoutan. Ah d'accord, voilà. Parce que Ugyen, le plus jeune des tireurs à l'arc, le jeune prince bhoutanais, était devenu un ami et on avait passé la frontière comme ça en sifflotant. Nous étions là-bas au moment où le Dalai Lama s'était enfui. Et j'ai d'ailleurs une très belle tanka que j'avais achetée au peintre du Dalai Lama qui était venu par le Sikkim. Le Dalai Lama, lui, était parti plus à l'est par les monts Assam. Mais il y avait constamment des escarmouches à la frontière entre les Chinois et les Indiens. Et comme le Sikkim, qu'ils ont fini par avaler complètement, était un protectorat indien, c'était une zone extrêmement surveillée. Ils avaient les spionites extrêmement aigus. Et donc il fallait passer entre les nuages. Mais à 3, c'était relativement facile. Oui. Oui. Est-ce que, bon, le film date de 55, je crois. 55, 56. Est-ce que vous y êtes retourné depuis? Non, je suis retourné en Inde plusieurs fois. Je voulais y retourner et je n'y suis pas retourné. Et c'est un regret d'ailleurs, je voudrais bien.
Mais bon. Parce qu'il y a plusieurs éléments, évidemment, maintenant c'est rattaché complètement à l'art. Ah ouais, c'est complètement... Le commerce caravanier. Voilà, c'est certainement, ça ne pose plus de problème pour y aller. Non. Non, il n'y a plus aucun problème. Parce que moi, j'y suis allée en 2004. Tout est quasiment... C'est-à-dire, oui, sauf qu'en général, ils n'aiment pas tellement les voyageurs individuels et ils préfèrent traiter avec des agences de tourisme et ce sont des groupes en général qui se promènent par là. Mais... Non, mais nous on y va chaque année. Oui. Et tous les endroits que tu as filmés là, tu les reconnaîtrais pas parce que Oui. Mayence est complètement restauré. La ville de Gangtok, c'est une immense mégapole extrêmement moderne dans laquelle tu trouves tout ce que tu trouves à Delhi et Calcutta. Moi-même, j'y suis allée là à l'automne dernier. J'y avais pas été depuis 3 ou 4 années. Tu as filmé? Non, j'ai photographié Il simplement. faudra que tu me les montres. Oui, mais c'est agréable. Mais en revanche, ils ont parlé à plusieurs reprises d'ouvrir cette route des caravanes, cette ancienne route des caravanes qui passait. Voilà. Et puis finalement, ils ont rebroussé chemin, on va dire, au niveau diplomatique, parce qu'il y a il y a toujours aussi forte tension entre les Indiens n'ont pas Chinois. intérêt à ce que le col soit ouvert. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas ouvert. Donc toutes ces scènes de caravanes magnifiques que tu as filmées, là pour le coup, celles-là, on les voit plus. On les voit plus. Il y a les routes de la soie qui sont occupées par les Chinois, qui arrivent, qui sont dans les Balkans actuellement. Oh oui, ils sont un peu partout. Oui, mais ils sont c'est au nord là. Hein, donc je pense que ça doit être difficile maintenant. Et il y a encore beaucoup de moines à Pemayangsé? Alors, il n'y en avait plus beaucoup. Et il y a de nouveau un petit renouveau monastique, on peut dire, avec une volonté de... Une nouvelle école monastique. Donc dans plusieurs petits monastères très hauts dans la montagne, entre autres celui où Alexandra Davinel s'était retirée à Podang, il y a de nouveau un petit groupe de moines, mais c'est infime. Non, ce qui était particulièrement intéressant dans ces monastères du Sikkim, Pemayangsé en particulier, c'est que c'était plus qu'un bouddhisme tibétain, enfin le chamanisme Bon était encore très proche. Et il y avait malheureusement, je n'ai pas pu le montrer parce que c'était complètement noir, on ne pouvait pas filmer, mais un jour je suis allé dans une pièce de la Gumpa qui était fermée et qui me tentait beaucoup, ça me paraissait extrêmement mystérieux. Et c'était un grenier où toutes les forces étaient concentrées. Tu vois. Alors il y avait des peaux de bêtes qui pendaient, il y avait des plumes. J'ai juste ramené de cet endroit. J'ai pas fait la dégradation volontairement, mais en refermant la porte, j'ai écaillé un petit bout d'une fresque qui était sur le mur, que j'ai ramassé, que j'ai gardé et qui représente Padmasambhava. Mais c'était encore très mystérieux. Très mystérieux, et ils nous ont montré que ce qu'ils voulaient bien nous montrer. Mais ce qu'on a, c'était, si vous voulez, je le ressens. Moi, j'ai pas vu ce film depuis une éternité, et j'ai beaucoup souffert, évidemment. Mais en même temps, ça a été quelques ouvertures extraordinaires, parce que quand je parle de ces ondes maléfiques et bénéfiques, la guerre, on le sentait, on le ressentait. Mais... Et le rituel que tu filmes des danses, le Tiam, le Cham, on dit Cham maintenant, mais il est extraordinaire, il est magnifique. On continue à voir ces Cham aussi bien au Bhoutan au Tibet ou qu'au Népal, dans les monastères bouddhistes, ou même qu'au Sikkim. Mais là, la manière dont les danseurs s'exprimaient, la chorégraphie, c'est magnifique. Ça, c'est un témoignage unique. Parce et pas un seul touriste. Et pas un seul touriste, oui, bien sûr. Pardon ? Et filmé à l'épaule, un des seuls plans filmés à l'épaule. Pas un seul touriste, évidemment. Et filmé à l'épaule, c'est un des seuls plans qui est filmé. Oui. C'est surtout sur pied. On avait deux petites pâtés Vébo et Didier, l'opérateur qui fait avait le truc sur pied, puis moi je me baladais avec une caméra pour prendre des gros plans comme ça.
Mais on avait beaucoup plus de documents que ça, bien sûr, mais ça devenait redondant. Mais oui, je pense que le TIAM, c'est encore intéressant. Mais je veux dire que quand je dis il faut respecter, mais il y a un côté prêchi-prêcha, mais que je ressentais profondément à cette époque-là. Mais j'étais un petit peu gêné par la naïveté du propos et le côté un petit peu trop délibérément poétique du texte, à part certains passages. Enfin, c'est la naïveté de mes 22 ans. Hein. Et puis à l'époque, on ne savait pas grand-chose. Non, et puis surtout, je tenais absolument à... Oui, c'est vrai qu'on avait... Ça a été longtemps... Enfin, ce film, en son temps, enfin, notre petite expédition a fait beaucoup de bruit. On a eu 9 pages dans Paris Match, on a eu 2 clubs, il y avait une émission célèbre à l'époque qui s'appelait le magazine des explorateurs de Pierre Sabag. Il nous a conduit 2 fois, je suis passé au magazine des explorateurs. Ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était des images que personne n'avait encore enregistrées à ce moment-là. Il a été diffusé à la télévision ? Je crois jamais. Je crois jamais. Je sais même pas. Je sais qu'il a été distribué en Suisse et en Allemagne. Pas en France. Pour quelle raison il n'est pas sorti. Moi, tout de suite après, je suis reparti... je suis allé en Chine, j'ai fait Jeune Patriarche, le film que j'avais fait en Chine. Là, c'est pareil, j'étais le premier c'était avant que De Gaulle ne reconnaisse la Chine. Il avait envoyé une mission culturelle française, comme ça, pour l'échange de bons procédés. Il y avait une mission chinoise qui était venue. Et ils avaient besoin d'un représentant de différentes... il y avait le président du ministre de la Culture, il y avait puis les gens qui organisaient cette mission ont demandé au CNC, au Centre du cinéma, s'il n'y avait pas un cinéaste qui serait intéressé à faire partie de ces missions. Et comme j'avais déjà la réputation d'être je sortais de l'INEC depuis 2 ans, mais j'avais la réputation d'être un cinéaste un peu voyageur, un peu baroudeur, ils m'ont téléphoné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez envie d'aller en Chine ? J'ai dit oui, bien sûr, c'est pour quand ? C'est ça le problème, c'est que la mission va partir dans 15 jours. J'ai dit, bien entendu. Ce qui m'a servi aussi, c'était... j'étais sursitaire et j'avais réussi à échapper l'année précédente et je venais de recevoir ma feuille d'incorporation. Je me retrouvais à Baden-Baden, un régime parachutiste comme un con. J'avais voulu faire un peu de préparation militaire pour sauter en parachute. C'était la seule façon qu'on avait de pouvoir sauter en parachute à ce moment-là. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour ne pas me présenter et je suis parti. En étant déserteur, les gendarmes sont venus chez moi à ce moment-là. Et il y a eu souvent des signes extraordinaires aux différents moments de ma vie. Parmi les membres de la mission, nous étions 7. Il y avait la sœur du ministre des Armées de l'époque. Alors, on est devenu amis, je lui ai raconté l'histoire. Elle a écrit à son frère. Et quand je suis revenu, j'étais porté déserteur pendant 3 mois. Mais on m'a pris un rendez-vous au Val-de-Grâce avec un médecin qui m'a déclaré inapte pour 1 an, mais je devais me représenter. C'est la guerre d'Algérie à ce moment-là. C'est quelle année ? C'est la guerre d'Algérie. C'était quelle année de voyage en Chine ? C'était 50... l'année d'après. L'année d'après Sikkim, ou 57. J'étais avant même les voyages des Mao. Je me suis trouvé, j'ai eu la chance de me trouver après, c'est ça que j'ai fait un film que j'appelle Jeune Patriarche. J'ai eu la chance de me trouver, d'obtenir, le temps de la mission c'était 1 mois. Et puis, quand les autres sont rentrés, j'ai demandé une extension de mon visa. Et j'avais amené une caméra, un Agra qui était les tape recorders qu'on avait à l'époque. Et j'ai pu me balader en Chine pendant de septembre à juste un peu avant Noël,
un peu partout, tout seul. Il suffisait que je me trouve dans une ville suffisamment grande pour qu'il y ait une légation suisse, car nous n'avions pas reconnu la Chine, donc il n'y avait pas de passeport français, il n'y avait pas de visa. On était sous la responsabilité de la légation suisse. Et alors donc, je me suis baladé comme ça avec 30 kilos de matériel sur le dos. J'ai fait des centaines de dessins, des milliers de photos et un film, et des enregistrements. Là, voilà, parfaitement seul, tout seul, dans la grande Chine de l'époque. Ça, c'était assez grisant, je veux dire. Et j'ai eu cette chance à l'époque d'avoir vu la cité interdite en plein soleil au mois de septembre, et quand je suis revenu à Pékin, de la voir sous la neige en début décembre. Et c'était... Ouais. Pardon. Le film, il a été tourné en couleur dès le départ? Alors, oui, je vous disais, vous avez vu, les images sont abominablement mauvaises. Bien sûr, c'était tourné comme on le faisait à l'époque, en 16 mm. Ça a été gonflé en 35. Et puis après, il y a eu des cassettes qui ont été faites. Et à partir d'une copie de cassette, ce DVD a été fait. Donc. Et comment vous l'avez financé à l'époque? J'ai monté... Alors, juste auparavant, j'étais parti à Bornéo, j'en ai mentionné tout à l'heure, dans le cadre d'une expédition qui était sponsorisée par le Musée de l'Homme. On devait rejoindre une tribu de Punan, qui sont des Dayaks, qui à l'époque étaient encore coupeurs de tête, au cœur de Bornéo. Bon, ça s'est terminé en queue de poisson, si je puis dire, pour moi, puisque j'ai attrapé cette Blackwater Fever, et que ça s'est terminé comme ça. Et j'avais appris, en faisant partie de cette expédition, tout ce qu'il fallait faire pour organiser une expédition comme ça, et surtout tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et quand je suis revenu, j'étais terriblement têtu à cette époque-là. Et je suis revenu en France au mois de mai, je crois. Oui, un peu au mois de mai, sans doute avril-mai. C'était le printemps. Et pesant 48 kilos, ayant une barbe jusque-là, parce que dans la jungle, il valait mieux pas se raser à l'époque, parce que si on se coupait, ça s'infectait. Et décidé à ne pas laisser passer l'année. Je me sentais, j'avais une revanche à prendre sur le destin. Je me sentais injustement puni de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de cette expédition à Bornéo. Et donc, en revenant, j'ai décidé de monter cette expédition au Sikkim, où de toute façon je voulais aller. Et je l'ai financé tout simplement en obtenant de la pellicule gratuite, des caméras gratuites aussi, et en allant... À cette époque-là, le Figaro publiait... La dernière page du Figaro était toujours publiée un grand reportage. C'est comme ça que j'avais connu Jeff Kessel, d'ailleurs. Je suis allé les voir, je suis comme ça au culot, je ne savais pas qui, je ne savais pas comment s'appelait le rédacteur en chef, etc. En tout cas, je me suis retrouvé dans un bureau d'un type responsable. Je lui ai dit, voilà, je vais aller au Sikkim, c'est interdit, mais on va y aller. Et ce que ça vous intéresse, que je fasse un reportage. Et ils ont été très généreux, ils nous ont donné pas mal d'argent. Ensuite, restait le voyage. Nous étions 3 à partir de France, avec du matériel assez lourd. Et là, c'était un... Si on achetait si on payait nos billets, on n'avait plus rien pour vivre là-bas. Donc, il fallait trouver une façon. Et un jour, le temps pressé, parce que je voulais arriver pour le Tchad, justement, car j'étais rentré en France de Bornéo au mois de mai, et je suis reparti en septembre là-bas. J'ai réussi à monter ça en quelques mois, et tout en étant encore malade. Mais je me disais, ça va me guérir là-bas. Et
je déjeunais avec Victor, qui est en fait, les garçons qui faisaient partie de mon expédition, je les ai connus sur le bateau en revenant de Java, après ma période Bornéo. Et on est devenus copains. Je leur ai raconté que je voulais aller au Sikkim, et on a décidé. Ils ont dit, si tu veux, on va avec toi. Voilà comment on avait fait. Et donc on déjeunait, et j'ai dit, écoute, il y a, je ne sais plus comment j'avais appris qu'il y avait un avion qui servait à rien, un avion de Gaulle qui était là. Et j'ai dit, je vais voir si... on rapatriait pas mal les gens d'Indochine à ce moment-là. La guerre d'Indochine était terminée, mais il y avait encore pas mal de trucs. Et comme j'étais allé dans le bureau du type du Figaro, je suis allé au ministère de la guerre. Donc c'était avant la Chine, donc je ne connaissais pas la sœur du ministre à ce moment-là. Et je suis allé au culot, je suis rentré, j'ai dit bonjour au planton qui m'a rien demandé, et je suis rentré. Puis je me suis dit, en général, c'est dans les derniers étages que ce sont les bureaux des décideurs. Et je suis allé au dernier étage, j'ai frappé à un bureau, je suis rentré, et là, il y avait un type charmant, il y avait un monocle en plus. Et c'était le chef de cabinet du ministre. Et je lui ai raconté mon histoire, et je lui ai dit, voilà, ce qui nous reste maintenant, c'est le voyage. Et je sais qu'il y a l'avion du général de Gaulle qui ne sert à rien, qui reste là. Il m'a dit, mais il ne sert pas à rien. Il fait au contraire des voyages, il amène des médicaments, il amène des trucs ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je réussisse à le convaincre de nous laisser partir dans un de ces voyages. Et au bout de peut-être 20 minutes de persuasion, au début, il essayait de me trouver des arguments parce que bon, j'avais l'air sans doute tellement naïf et tellement avoir envie d'y aller. Il essayait de ne pas me virer en disant, bon, écoutez, mon vieux, ça ne peut rien, au revoir. Et il trouvait des arguments pour m'expliquer que non, c'était pas possible. Et moi, je me disais, il faut que je contre ces arguments, il faut que je commence à penser avant lui pour prévoir ce qu'il va me dire, pour dire mais. Puis j'ai senti le moment où, au contraire, il cherchait des arguments pour nous donner la possibilité de partir sur cet avion. Et c'est ce qui s'est passé. Et 3/4 d'heure plus tard, je sortais du ministère avec la promesse qu'on allait partir dans les 15 jours qui suivaient. Et je suis revenu triomphant avec eux. Et là, je veux dire que ce soir-là, la bière a coulé à fond. Et vous avez bien accueilli au Sikkim, je veux dire. Ah oui, oui, partout. Partout. Vous parliez anglais? Oui. Oui. Mais... Oui, et ce bouquin s'appelle Le langage du sourire, et je crois beaucoup au langage du sourire. Il y a un ami qui a fait un livre et surtout sur le en Asie. sourire aussi. Pardon? Christian Bartilla, ça vous dit quelque chose? Non. Il a fait un livre sur le sourire, ça s'appelle Le livre du sourire. Ah oui? Oui, oui. Oui, mais surtout quand on va en Asie, on comprend que le sourire est... Les portes s'ouvrent dans ce... Mais quand même, ils ont l'air assez... Oui, mais c'est ce qui compte aussi. Enfin, les gens sentent les choses. Enfin, quand on a le fait de ne pas parler la langue, c'est pas forcément une barrière. Ça peut être au contraire une ouverture. Parce qu'à ce moment-là, on ne se sert pas des mots et les gens se... Les mots, c'est bien, c'est utile, c'est formidable, ça peut être très poétique, mais ce sont des ponts que l'on jette, et si le sentiment ne franchit pas le pont, ça reste les mots. Et moi, j'ai tourné dans beaucoup d'endroits dont je ne parlais pas la langue, j'ai dirigé, y compris des acteurs, et plutôt que de me servir d'un interprète, enfin je commençais toujours avec un interprète, mais je comprenais que ça ne servait à rien, parce que l'interprète traduisait correctement, vraisemblablement, ce que je disais, mais ça passait pas. Je ne voyais pas sur le visage de l'acteur ce que je voulais voir. Et donc, je ne me servais plus d'interprète, et puis je lui parlais, je le regardais, je lui touchais la main. Quand c'est des enfants, je mettais leur front contre le mien. Enfin, il y a 1000 façons de communiquer d'une façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que par les mots. Cela dit, ça peut être utile aussi, les mots quand même. Oui, voilà donc pour
On l'a financé comme ça, avec 3 bouts de ficelle et des bonnes volontés qui nous ont aidés. Et puis au retour, j'ai trouvé un producteur. À partir du moment où on avait les images, j'ai trouvé un producteur qui, lui, a fait ce qui a coûté le plus cher, évidemment, c'est toute la post-production. Et le voyage de retour, c'était toujours l'avion de Gaulle? Extraordinaire, car entre-temps, il y avait eu un changement de ministre, et néant donc de chef de cabinet, et le chef de cabinet du précédent ministre, qui s'appelait, il m'en échappe pour le moment, c'est une histoire vieille de plus d'un demi-siècle, un demi-siècle et 10 ans, et il a passé la consigne à son successeur. Et quand nous sommes revenus à Calcutta, je suis allé à l'ambassade. Là aussi, moi personnellement, je sais que souvent les voyageurs sont mécontents des consulats. Moi, je n'ai eu que de très bons rapports partout où je suis allé. Et donc, je suis retourné à l'ambassade de France. Et là, en disant, voilà, on est de retour, on a notre matériel, on a tourné. Quand est-ce qu'on peut rentrer en France? Et le précédent chef de cabinet du ministre avait laissé la consigne. Et quand le prochain avion de Gaulle, qui revenait d'Indochine et qui allait faire escale à New Delhi, il nous embarquait. Et on a attendu 8-10 jours, et puis on est rentré. Ah bon. Et vous voulez montrer un peu vos films, des festivals? Pardon? Non, moi je savais même pas. Mais vous savez, moi j'étais un cinéaste très particulier. D'abord, je suis un provincial qui est venu à Paris pour ses études. J'étais peintre. Je peignais, je sculptais. Puis j'ai eu envie subitement. Je me suis mis à raconter des histoires. Je me réveillais la nuit et j'avais des histoires qui me venaient. Et c'était des histoires visuelles. Et tout bêtement, j'étais en fait d'une espèce de logique naïve assez extraordinaire. Et je me suis dit, bon, si j'ai envie de raconter des histoires, et si je pense en images, c'est des films que je dois faire. Et je n'avais eu que de mauvaises expériences quand j'étais arrivé de ma campagne, mauvaises expériences au cinéma. J'avais vu des productions sans intérêt. Je me dis, ça, le cinéma, ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'y connaissais rien, Et puis, à partir du moment où j'ai eu cette espèce de révélation, il faut que je fasse des films, ça posait un problème. Alors, des copains, je ne savais même pas que l'IDEC existait. Des copains, j'étais à ce moment-là aux Arts Déco. Et des copains m'avaient dit, pourquoi tu ne vas pas à la Cinémathèque? Et la Cinémathèque se trouvait avenue de Messine. À ce moment-là, c'était un tout petit endroit. La salle était à peine plus grande que celle-ci. Et je suis allé à la Cinémathèque et tout s'est décidé en 3 projections, 3 soirs de suite, 3 après-midi de suite. J'ai d'abord vu un film de Flaherty qui s'appelle Man of Iron, qui est le plus beau poème sur la mer. C'est un film muet, le plus beau poème sur la mer qui a été fait. Ensuite, le lendemain, j'ai vu un film russe de Nicolas Ek, très peu connu, qui s'appelait Les Chemins, en français, titré Les Chemins de la vie. Je ne sais pas si tu as vu ça. Tu as vu Les Chemins de la vie? Avec Mojoukin, qui était un gamin à ce moment-là. Un film très lyrique. J'étais très lyrique aussi à ce moment-là. Et le surlendemain, j'ai vu Citizen Kane. Et là, je me suis dit, c'est ça le cinéma, je veux faire du cinéma. Et je suis allé à l'IDEC m'inscrire pour le concours, pré-programme du concours. J'ai pas fait la préparation à cette époque-là. Il y avait 1 an de préparation au lycée Voltaire, spécialement pour le concours. C'était trop tard, j'avais pas le temps, j'avais plus que 3 mois devant moi, et je me suis dit, si c'est ce que je dois faire, j'aurai de la chance et je serai reçu, et j'ai eu de la chance. Et puis après, les choses se sont enchaînées, jusqu'au moment où ça s'est affolé, où c'est allé terriblement vite, quand je pense que 3 l'Oscar, je sais pas, en 4 ou 5 ans de ce premier film au Sikkim, je me suis retrouvé à Hollywood avec un Oscar à la main pour mon premier film de fiction. Et
puis après, c'est emballé, puis après, ça s'est ralenti. Voilà. Et j'ai continué beaucoup à voyager, et surtout en Asie. J'étais là il y a quelques mois à Singapour, parce que là, c'est une autre histoire qui serait trop longue de vous raconter. Vous aviez entièrement prévu votre périple ou vous êtes laissé un peu guidé par... Au Sikkim? Oui. Ah ben non, on n'avait pas de carte, on n'avait rien. Juste la cérémonie à la fin, vous saviez que c'était... Oui, enfin, non, bien sûr, je m'étais renseigné, avec le professeur Stein. J'avais lu Alexandra de Villeneuve, évidemment. Et puis, il y a eu toute une série de concours de circonstances assez étonnants, comme par exemple le grand lama des cérémonies, qui était le head lama de Pema Yangtze. J'en savais rien. Et quand on a... Parce que si vous voulez, là actuellement, le Cham vient en fin du film, mais on a commencé par cela, évidemment. Et c'est à Gangtok, pendant ces cérémonies, que j'ai fait la connaissance de ce lama et qu'on est retourné avec lui dans son monastère. Mais c'était... Oui, c'était... Il y avait quelque... J'emploie plusieurs fois le mot magique, bon, qui est un mot, je m'insurgeais contre les mots, c'est un mot inutile, mais il y avait vraiment ça, il y avait des choses... Il s'est passé des choses assez extraordinaires à ce moment-là. Et puis après... Vous êtes allé sans a priori, et les gens vous ont ouvert les... Ah oui, complètement, tout le temps. Sauf cette chambre, cette pièce noire, oui, dans laquelle je suis rentré en douce, et avec des frissons. Hein, mais en ce qui concerne mes rapports avec cette ouverture sur un certain visage du monde, j'ai été guidé constamment par des tas de signes. J'ai fait aussi un portrait du Dalai Lama, mais c'est un curieux destin parce que c'est pareil. Là, j'ai beaucoup tourné sur le Dalai Lama et sur son enseignement avec Bruno, hein, et c'était pour France 3, et finalement ils ne l'ont pas passé, alors que ça vraiment, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette, mais ils nous ont dit, tu l'as vu, hein, ils nous ont dit à cette époque-là, il y a eu trop de films sur les Dalai Lama, on a trop entendu parler de Dalai Lama, ça sera plus tard, on ne l'a jamais repassé. Et moi je suis incapable de suivre, si vous voulez. Moi je ne suis pas du tout un monteur de coups. Hein. Moi je rêve, de temps en temps mes rêves prennent forme, mais après je pense à autre chose. C'est-à-dire que, incapable moi de produire, je me demande même comment j'ai monté l'expédition au Sikkim, parce que il fallait vraiment que je règle son compte au destin qui m'avait empêché de faire mon film à Bornéo avec cette putain de maladie qui m'avait scié. Et j'étais vexé en quelque sorte, et il fallait absolument que je le fasse. Autrement, dans tout ce qui m'est, pratiquement tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, bon, par cet exemple, j'avais mon billet pour Los Angeles, et pour un projet qui ne s'est pas fait, comme de nombreux projets que j'ai pu avoir qui sont tombés à l'eau, et je devais partir le lendemain. Je reçois un coup de téléphone. Bonjour. Tiens, c'est drôle. Pour aucune raison me souvenir du nom de ce type que je ne connaissais pas, que j'ai pas revu depuis. Mon nom est Michel Coll. Je travaille avec le bureau du Tibet. Je ne sais pas si vous savez, mais le Dalai Lama vient ces jours-ci. Il va prodiguer son enseignement à Lavore. Et nous souhaiterions, alors pourquoi s'était-il adressé à moi? Nous souhaiterions que vous fassiez un film sur le Dalai Lama. Ah, dis-je, formidable, bien sûr, j'en serais heureux, mais je prends l'avion demain, je peux pas, je pars. Et je raccroche, et il me dit, écoutez,
je vous laisse nos coordonnées, etc. Je raccroche et je réfléchis, je me dis, c'est idiot, c'est quand même une occasion qui ne se représentera pas. Donc, j'appelle Los Angeles, je dis, bon, je ne peux pas venir maintenant, je rappelle, et je dis, écoutez, voyons-nous, oui, ça m'intéresse, etc. 1 heure après, tout ça dans une matinée. Coup de téléphone, Yves Jégu. Yves Jégu, à cette époque-là, était le directeur des programmes de France 3. Et un type remarquable. C'est lui qui a créé France Culture, par exemple. S'il y avait encore des gens comme ça à la télé ou à la radio, ça serait rudement mieux. Et comment avais-je connu Jégu? Bah oui, si, j'avais connu Jégu sur un projet qui ne s'est pas fait. Et à la suite duquel j'ai fait une série, en revanche, sur le monde du Pacifique, 7 fois 52 minutes, qui s'appelait Impression, au pluriel, Impression d'extrême océan. Et on avait sympathisé, on était même devenus amis. Et coup de téléphone, c'est Yves Jégu qui me dit « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au déjeuner? Je déjeune avec un ami, je vois bien que tu le rencontres. C'est Mathieu Ricard, c'est le traducteur du Dalai Lama. » Alors je lui ai dit « Écoute, c'est pas vrai, on vient de me proposer de faire un film il y a 1 heure. » Et on s'est retrouvés. Et avec Mathieu, ça a accroché tout de suite. Ça m'a beaucoup aidé, évidemment, pour faire le portrait du Dalai Lama. Et j'ai tourné, je ne sais pas combien on a tourné, peut-être 70 heures. J'ai tourné tout son enseignement pratiquement. Et puis, alors évidemment, aussi un portrait. On a pu faire des choses. Une séquence que j'ai revue il n'y a pas tellement longtemps, parce que j'ai montré une partie de ce film à minuit. On est arrivé à 4 heures du matin dans la chambre du Dalai Lama. Tout ça a été préparé, évidemment, parce qu'il était terriblement protégé. Et les gens du bureau du Tibet ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Enfin, c'est pour eux, on allait mettre la caméra comme ça, puis enregistrer, quoi. Non, moi, c'est autre chose que je voulais, très intimiste. Et on s'est installé à 4 heures du matin dans une pièce attenante à la chambre du Dalai Lama. Et on s'est préparé. Et puis le Dalai Lama est apparu. C'était convenu qu'il nous oubliait complètement. Et j'ai filmé sa première méditation du matin, avant qu'on lui apporte son petit déjeuner. Et puis après, je posais des questions. Est-ce qu'un arbre peut être 1 mètre? Des choses comme ça. Et ça, personne ne l'a jamais fait. C'est une séquence, tu as dû le voir, c'est une séquence que je trouve remarquable. Ou la séquence, je ne sais pas si c'est Bruno qui avait filmé, quand le Dalai Lama est monté à l'aiguille du midi, qui médite. Oui, bien sûr. Il y a le petit oiseau qui arrive, on ne voit pas de il est disparu là. Et Mathieu, là, on voit le petit oiseau qui. Et Mathieu connaissait le nom de cet oiseau parce que Mathieu a fait de l'ornithologie avant. Ah oui, voilà. C'est magnifique. C'est un traqué farceur, quelque chose comme ça. Petit oiseau dans la neige, oui, tout en haut de l'aiguille du midi. Il y a le côté amusant, c'était amusant justement. Ça fait partie justement de ces moments intimes avec le Dalai Lama. Ça c'est drôle aussi parce que tout le monde était comme ça, face au Dalai Lama. Et nous on était devenus des copains. Le matin, on était en place quand il arrivait pour l'enseignement. Il me donnait un coup de coude comme ça en passant. « Hey, how are you ?» Et je lui répondais « How are you ?» Et ça choquait beaucoup les gens du bureau du Tibet, les quelques Tibétains. Et on pourra le voir un jour, ce film, ici? Ah bon, oui, on peut le passer, bien sûr, puisque... Ah oui, volontiers. Ah bah oui. Mais alors, là, ce qu'il faudrait, c'est... Oui, mais ça serait un peu plus long. Il faudrait... Parce qu'il y a eu 2 versions. Au départ, je prévoyais... Enfin, j'ai tourné pas complètement... Si, complètement monté, en fait. 7 fois 52 minutes. Et puis j'ai la version correcte qui est 2 fois 52 minutes. 2 fois 52 minutes. Oui, mais ça j'aimerais bien le montrer, oui. C'est intéressant. Et je pense que c'est très intéressant. On va organiser ça. Vous avez Pardon? Musée Guimet, c'est pas possible de
Si, mais je vous dis, mais je ne m'occupe pas de ça, moi j'en suis incapable. Si vous connaissez quelqu'un au musée Guimet qui me téléphone, je suis accessible, mais moi je fais aucune... Il y a quand même un très bel auditorium. Oui, oui, mais j'ai vu des films, j'ai fait des films sur les danses indiennes, par exemple. Mais je veux dire, moi je ne démarche pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais Mme de Sic, on pourrait peut-être voir ça à travers la Société des études eurasiatiques. On va organiser ça en Cabrani, si ça vous intéresse. Ah oui, ok. Ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Voilà, Mais... disons, je peux disposer du troisième vendredi de la salle de projection. Donc on peut organiser ça. Où ça, au musée Guimet? Non, Branly. On est Branly. Cabrani. On peut voir musée qui a hérité une collection du musée de l'homme. Voilà. Mais ce serait une très bonne idée. Bah, oui, ce serait une très bonne idée, bien sûr. Mais je vous dis, moi, effectivement, je suis ouvert. Mais moi, personnellement, incapable de faire quoi que ce soit. Ok, on va s'en occuper avec Mme de Sic pour organiser ça. Mais on va peut-être faire ici aussi d'abord. Si ça attire beaucoup de monde, on est quand même... Merci Jean-Pierre. Non, mais si on est informé... C'est pas mal d'avoir une inédit. Ou alors on fait en 2 séquences. Si on est informé, c'est soirée bien sûr. privée ici, soirée publique là-bas. Un bon tien. Une question. Madame, oui, cette projection, ça ne serait pas payant? Non, non. Non, parce que autrement, ça implique un problème de droit d'auteur. Je peux pas. Il faudrait demander au bureau du Tibet, il faudrait demander à la production. Autrement, si c'est pas payé, s'il n'y a pas du tout de transaction. Oui, voilà. Oui, là, je peux avec plaisir. Ah oui, je suis d'accord. Vous dites les dates auxquelles vous êtes là et on s'organise.